Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Donc moi, je suis Héloïse Delaporte, je suis chargée d'études au laboratoire d'innovation d'Active Action et je serai votre facilitatrice tout au long de ce webinaire consacré à la mise en œuvre de la démarche, des démarches d'impact collectif. Donc, pour vous rappeler rapidement le contexte de ce webinaire, on propose chez Active Action depuis plus de 10 ans des ateliers à destination des personnes en recherche d'emploi. Et dans le cadre de nos activités, on a été amené à intervenir au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des territoires qui condensent des défis sociaux complexes. Et donc, nous, on a commencé à intervenir dans ces territoires pour proposer des solutions pertinentes et durables aux différentes problématiques rencontrées. Et c'est dans ce contexte qu'on a été amené à s'intéresser et à mettre en place notre démarche d'impact collectif, dont les apprentissages vous seront partagés en partie durant ce webinaire et durant les autres webinaires du cycle. Donc ce webinaire, c'est le troisième rendez-vous d'un cycle pensé en 5 thématiques autour de l'exploration de l'impact collectif. Et il fait particulièrement suite à celui de la semaine dernière, qui était consacré à la découverte de l'impact collectif. Lors de ce webinaire, on avait montrer la pertinence de l'approche d'impact collectif en QPV, qui cumule ces territoires qui cumulent des défis qui nécessitent une action conjointe et coordonnée des différentes parties prenantes. Et puis, on avait aussi expliqué ce qu'est la démarche d'impact collectif, à savoir une approche qui vise à transformer durablement les territoires en réunissant acteurs publics, habitants, partenaires autour d'une vision commune du changement pour créer un vrai effort collectif qui transforme durablement les quartiers. Donc, ce webinaire, il a permis d'explorer les aspects théoriques et quelques exemples de démarches. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en œuvre de cette démarche en questionnant les facteurs clés de succès, les freins qui peuvent être rencontrés et les leviers possibles pour y répondre, pour construire et pérenniser une dynamique collective. Donc pour ça, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos intervenantes qui viennent de différents horizons, qui viendront partager leur expérience et leur expertise sur le sujet. Donc tout d'abord, Virginie Manina-Morchel, qui est chargée de mission ESS à la ville et Eurométropole de Strasbourg, et qui mène une démarche d'impact collectif pour développer les pratiques de mesure d'impact des acteurs de l'ESS et créer un référentiel d'impact territorial pour voir comment se conjuguent les impacts des différents acteurs du territoire. Donc, bienvenue Virginie. On accueille aussi Patricia Cassen, présidente de l'association Objectif Pro Co, un collectif d'entraide à Mérignac, créé par des personnes en recherche d'emploi pour se soutenir, échanger, réseauter et se motiver ensemble. Donc, bienvenue Patricia. Et enfin, Émilie Schmitt, cofondatrice d'Active Action et directrice de l'Active Lab, qui mène le projet Impact Collectif, donc un projet qui vise à comprendre et à mesurer les transformations dans les QPV en co-construisant avec les acteurs locaux des outils pour renforcer la coopération et l'impact collectif sur les territoires. Donc, merci à toutes d'être présentes aujourd'hui pour nous partager votre expérience. On prendra une vingtaine de minutes à la fin pour répondre aux questions de nos participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Et donc, on vous invite à garder vos micros et caméras fermés parce qu'on est nombreux. Donc, c'est mieux de les garder fermés pour l'instant. Donc, on espère que cette heure passée ensemble va pouvoir vous offrir de nouvelles pistes de réflexion, des idées. Et alors, sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette table ronde avec une première question pour toi, Virginie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment mettre en œuvre une démarche d'impact collectif, notamment en termes de préalables méthodologiques? Bonjour. Euh, à Strasbourg, on a démarré une démarche effectivement d'accompagnement des acteurs de l'ESS aux pratiques de mesure d'impact, avec l'idée, comme finalité globale, d'aboutir à un référentiel de mesure d'impact territorial. Donc, comment c'est né? De 2016 à 2018, il y avait un projet européen qui était développé sur le territoire de Strasbourg qui s'appelait Boostino, pour Boosting Social Innovation, dont l'objectif était d'aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pour le développement de l'innovation sociale. Donc, il y a différents sujets qui avaient été abordés à l'époque et la question de la mesure d'impact était ressortie très fortement dans ce groupe qui était très mixte, puisqu'il y avait à la fois des élus de la collectivité, des agents et beaucoup d'acteurs de l'ESS. Et donc, ils travaillaient ensemble sur à la fois des groupes de travail, des visites apprenantes et ce plan d'action. Euh, le constat à l'époque, c'était de dire que
la mesure d'impact, ceux qui arrivaient à le faire, c'était en fait principalement des structures qui avaient du temps, des moyens et de l'expertise, et que ça restait très inaccessible aux petites structures de l'ESS, qui pourtant avaient bien besoin de savoir aussi se raconter, dire ce qu'elles faisaient, quels étaient les effets de leurs interventions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est apparu l'enjeu vraiment fort de démocratisation de l'accès aux pratiques de mesure d'impact. Et donc, nous, les préalables qu'on a vus un peu dans cette démarche, c'était d'une part la question vraiment de l'intention, de où part l'impulsion. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la chance qu'on a eue à Strasbourg, c'est que ça s'est vraiment rejoint entre l'impulsion, la demande, le besoin exprimé par les acteurs de terrain et la demande des élus. Donc, les acteurs de terrain, tels que je vous l'ai expliqué au moment du projet Boustino. Et les élus, eux, leur envie, leurs besoins, leur intérêt, c'était de pouvoir montrer les impacts agrégés des acteurs, des structures de l'ESS, c'est-à-dire de pouvoir montrer concrètement quelle était leur contribution à la fois au développement économique local, mais aussi aux transitions et à l'impact collectif qu'on produit sur le plan des transformations sociales et environnementales. Et donc, ce qu'on a très très vite senti, c'est que une démarche collective de cette nature, elle a aucune chance d'aboutir si elle est imposée. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, depuis l'origine, toujours travaillé en concertation très étroite avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est vraiment pour moi l'intention, c'est le premier des préalables. Et le deuxième, c'est un préalable technique. Euh, c'est que pour réfléchir ensemble aux impacts qu'on produit, il faut déjà savoir se raconter à l'échelle d'une structure. Il faut savoir se regarder, il faut savoir pourquoi on le fait, à quoi ça va nous servir. Et donc, dans notre cas, ça a mené à la proposition d'un cycle de formation-action, donc de 8 jours complets sur un an qui permettait donc à chaque structure d'avancer à partir de l'endroit où elle était. Euh, et donc, ça a permis ce passage par une étape individuelle de faciliter le moment où on a envie de mettre en commun et où on a envie de commencer à partager pour porter ensemble des messages. Merci beaucoup Virginie. Merci pour ces informations, c'est déjà très intéressant. Pour continuer du coup dans l'exploration des prémices de l'impact collectif, je vais me tourner vers toi, Émilie. Tout au long des expérimentations du projet Impact collectif, est-ce que tu as identifié des conditions préalables à la mise en œuvre d'une démarche d'impact collectif et est-ce que tu en as identifié les grandes étapes clés? Oui, peut-être juste avant de citer nos apprentissages, je voulais juste remettre dans le contexte de nous, ce qu'on entend par démarche d'impact collectif, c'est vraiment de mettre autour de la table en fait différentes parties prenantes, des acteurs qui peuvent être différents, des habitants, des associations, des représentants d'institutions, pour mener des actions qui vont avoir des effets positifs, enfin qui vont améliorer la condition de vie des habitants de QPV. Et donc dans ce cadre-là, pour nous, l'impact collectif, c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt une approche. L'idée, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Au contraire, en fait, on sait bien que dans les QPV, il y a, en fonction des territoires, il y a des enjeux qui sont différents, mais il y a aussi des ressources qui sont différentes. Et justement, l'approche de l'impact collectif, elle permet de s'adapter aux réalités du territoire en s'appuyant sur les forces et les ressources du territoire. Euh, euh, pour finalement améliorer la condition de vie de manière durable des habitants de ces territoires. Donc c'est une méthode qui nous permet en fait d'être agile et qui permet aussi finalement d'être accessible à tout le monde sans, on va dire, euh, conditions préalables, mais qui est plutôt comment on crée, comment on se met ensemble pour créer les conditions de la mise en œuvre de démarches d'impact collectif. Et donc parmi ce qu'on a vécu dans les différents QPV dans lesquels on est intervenu, c'est à peu près une vingtaine en France depuis 2018. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand il y a une volonté de mettre en place des dynamiques d'impact collectif, en général, c'est parce qu'il y a finalement un sentiment d'urgence partagée. Il y a en fait une volonté de voir évoluer un enjeu qui est complexe.
qui est pas sectoriel, qui en fait que un seul acteur ne peut pas résoudre tout seul, et que donc finalement il y a plusieurs acteurs qui expriment l'envie de faire évoluer quelque chose sur le territoire. Ça peut être finalement les questions de mobilité, les questions de l'isolement des femmes ou l'orientation des jeunes, par exemple. On s'est rendu compte aussi que souvent, ce qui amène la mise en œuvre de démarches d'impact collectif, c'est parce qu'il y a un noyau moteur. En général, un peu à minima, on va dire, un binôme qui a envie de coordonner cette démarche, qui associe des associations ou des institutions et qui sont finalement capables de fédérer et de crédibiliser la démarche, et surtout aussi ce noyau moteur qui est capable en fait de créer des ressources accessibles pour l'ensemble des acteurs du territoire. Parce que c'est aussi comme ça qu'on fédère et qu'on amène la démarche sur le long terme, et donc du coup d'être en capacité bah, voilà, de transmettre des compétences, des outils, d'accompagner, de financer, ce qui permet de faire que les démarches puissent être sécurisées dans le temps. Et donc, avec toutes les expériences qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs étapes qui étaient assez récurrentes, on va dire, dans les différentes démarches qu'on a pu mener. Il y avait vraiment des étapes un peu d'abord d'engager les parties prenantes et de vraiment faire en sorte de créer une dynamique collective en y intégrant les habitants. Ça, c'est extrêmement important. Nous, ce qui a bien fonctionné dans notre cas, c'était finalement de prendre le temps d'expliquer la démarche, mais à chaque partie prenante via des rencontres individuelles. C'était plus facile de mobiliser des acteurs quand on prenait des rendez-vous individuels plutôt que de créer finalement euh, un temps ou un événement pour expliquer les démarches d'impact collectif. C'était plus pertinent de le faire partie prenante par partie prenante. Et ensuite, une fois qu'il y avait plusieurs parties prenantes de mobiliser, l'idée c'était de proposer, en fait, de créer une espèce de diagnostic partagé de l'enjeu du territoire. Alors, on entend diagnostic dans le sens très large, et d'ailleurs, on propose, d'ailleurs, c'est le thème du prochain webinaire, vraiment d'appuyer particulièrement sur l'aspect diagnostic, puisqu'on peut dire plein de choses par rapport à cette étape, mais en tout cas, c'est se créer une vision de la réalité qui est la même pour l'ensemble des acteurs qui veulent travailler sur le sujet. Par exemple, nous, on a utilisé la méthode de la cartographie des incidences, qui permet à chaque acteur qui est concerné par le sujet, par le projet, de voir comment il peut y contribuer à améliorer les choses. Et donc, comme ça, les différents acteurs savent un peu quels peuvent être leurs rôles. Ensuite, l'idée, c'est de vraiment se poser la question de quels sont les changements qu'on veut voir advenir. Donc, préciser en fait quelles sont les transformations qui sont attendues dans les comportements, dans les pratiques, dans les relations sur le territoire. Et bon, ça, en général, on utilise des ateliers d'intelligence collective. Et une fois qu'on a imaginé les changements qu'on vise, c'est de se poser la question de quels sont les impacts qu'on veut avoir via les actions qu'on veut mener en collectif. Donc avec quoi on a envie que les gens ressortent, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Voir et surtout en fait se poser la question de quels sont les effets directs qu'on veut avoir, quels sont les effets indirects, et qu'est-ce qui est à court terme, à moyen terme, et qu'est-ce qui est plus structurel et systémique, parce que c'est aussi une manière de garder mobilisés les acteurs sur du temps long, sachant que en fait, quand on s'adresse à un enjeu aussi important et justement intersectoriel, on peut pas tout changer extrêmement rapidement, c'est des étapes, et donc c'est important pour garder mobiliser les gens, de voir, en fait, de pouvoir comprendre quels sont les premiers impacts qu'on va avoir, et comment ça va alimenter le reste d'une démarche sur du plus long terme. Et seulement après, de construire les actions et de co-construire les actions qu'on veut mener sur le territoire. Parce que justement, en ayant fait le travail de quel changement on veut voir advenir, et quels sont les impacts qu'on veut avoir de manière directe et indirecte, et sur le court, moyen et long terme, on mène pas tout à fait les mêmes actions.
Et par exemple, on a utilisé des méthodes de brainstorming, mais on a aussi utilisé on a aussi créé des outils qui permettent d'avoir une grille de lecture des contraintes des habitants et des habitantes des QPV et de vraiment s'assurer que les actions qu'on propose, elles vont prendre en considération ces contraintes. Par exemple, typiquement, si on veut travailler sur l'isolement des femmes. Dans les quartiers politiques de la ville, c'est de bien faire attention à ce que les actions qu'on propose, elles soient en dehors des heures où les femmes vont aller récupérer les enfants à l'école, par exemple. C'est des petites choses qui peuvent paraître assez simples, mais en fait, le fait d'avoir un outil méthodologique dans lequel c'est bien écrit, ça permet de s'assurer en fait de l'ensemble des contraintes des personnes avec qui on va co-construire les actions. Et ce qui nous paraissait important aussi, c'était voilà, de mettre en place dès le début du projet des temps pour toujours travailler l'apprentissage, créer de l'apprentissage continu, faire des codev, euh, transmettre de la revue de littérature, des choses comme ça. Enfin, en fait, de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent apprendre plus sur les démarches d'impact collectif et comment ils peuvent y contribuer. Et surtout aussi de tout de suite penser à comment on va analyser et valoriser ce qu'on met en œuvre collectivement, notamment en particulier auprès des habitants qui ont été sollicités pour mettre en œuvre, pour avoir un peu un regard 360 et s'assurer d'une vision partagée des actions. C'est vraiment important de tout de suite se dire, de tout de suite penser comment est-ce qu'on va, entre guillemets, rendre compte à toutes les parties prenantes qui ont été sollicitées pour les démarches. Parce que c'est une manière de créer de la confiance et aussi de faire en sorte que les gens se sentent respectés et qu'ils aient envie de continuer à s'investir dans les démarches. Voilà un peu ce qu'on a appris. Merci beaucoup, Émilie. Oui, c'est important d'effectivement de rappeler qu'il existe une multitude de manières d'initier une démarche d'impact collectif, mais c'est très intéressant de pouvoir avoir un exemple concret et des pistes d'action avec des outils aussi concrets qui peuvent être utilisés pour mettre en place ces étapes. Donc, merci beaucoup pour tout ça. J'aime me tourner vers toi maintenant, Patricia. En tant qu'habitante du coup de Mérignac, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi s'impliquer dans une démarche d'impact collectif et en quoi ça consiste de s'impliquer dans cette démarche? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation déjà. Oui, effectivement, moi je vais porter un exemple un petit peu plus concret, on va dire, dans la méthodologie. Et là, on va avoir un exemple concret qui va illustrer un petit peu tout ça. Nous, on a créé il y a un an une association, un collectif d'entraide pour l'emploi qui s'appelle Objectif.co, donc sur le territoire de Mérignac, qui est à côté de Bordeaux. Et en fait, si on fait un rapide historique, on a créé ce collectif suite à un dispositif dans lequel j'étais engagée qui s'appelle Territoire zéro chômage longue durée, donc sur le territoire de Mérignac. Il n'a pas pu aboutir. Le but, c'était la création d'une entreprise à but d'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Et ça n'a pas été financé enfin, en tout cas, une partie du projet n'a pas été financée par le département. Et ça, on l'a su à la dernière minute. Et il a fallu rebondir par rapport à ça, puisque nous, on n'attendait plus qu'à intégrer cette entreprise et à travailler avec un CDI à temps choisi. Voilà. Donc, on s'est retrouvés avec une promesse. Donc, du coup, on s'est retrouvés sans emploi et on avait gardé cette dynamique de groupe, d'ailleurs, qui avait été instaurée par Active Action, parce qu'on avait des réunions régulières pour monter cette entreprise, pour la construire, la co-construire ensemble avec les acteurs du territoire et Active Action faciliter ces réunions, ces ateliers. Donc, on a voulu garder aussi cette intelligence collective et ne pas rester isolé, en fait, parce qu'on s'est dit, on reste, nous, en tant que personne en charge d'emploi, isolés. Du coup, on a l'impression de ne pas garder ce collectif et d'être, du coup, une personne lambda et du coup, de ne pas être entendu. Donc, du coup, on a voulu garder ce collectif et on s'est monté ensuite en association pour être identifié par rapport aux institutions et aux différents acteurs du territoire. Et pour être ensuite, bien sûr, invité sur les différents événements, être identifié tout le temps, voilà, être vraiment une partie intégrante des acteurs du territoire. Alors, donc le collectif d'entraide, c'est très important ces deux mots, c'est collectif et entraide. C'est vraiment le collectif qui fait tout, parce qu'on travaille tout en intelligence collective, enfin, on travaille en atelier collaboratif, comme on dit, donc chacun amène ses idées, ses compétences, on fait énormément de partage et d'échange de compétences.
Donc, on fait ces ateliers collaboratifs. On propose aussi des sessions un petit peu de co-searching et d'échanges. Et c'est de ces échanges que vont se nourrir un petit peu nos actions. On va demander à toutes les personnes qui sont là quels besoins elles ont, si elles ont envie peut-être d'un accompagnement un petit peu. Mais déjà, le fait d'échanger entre pairs, c'est un soutien énorme. Ça me permet d'avancer, ça me permet aussi de garder, donc, bien sûr, cette dynamique de groupe, de la co-construction. Ça nous permet de faire aussi, donc, partie prenante de tous les acteurs du territoire, d'avoir, par exemple, des stands sur différents événements, différentes associations. Donc, on a une posture complètement différente. On a une posture, voilà, on représente l'association quelque part. Donc, ça fait gagner énormément en confiance en soi pour chaque personne. On a vu d'ailleurs les personnes évoluer entre le temps où elles sont arrivées à l'association un petit peu dire, sans savoir vers qui se tourner, parce que les institutions sont un peu, à dire, rigides et ils ont besoin quand même un petit peu de chaleur humaine, on va dire, de se garder cet espace bienveillant, parce que nous, on a quand même basé notre charte sur la bienveillance et le non-jugement, c'est la base, donc pouvoir accueillir ces personnes dans un espace safe, du coup, où elles peuvent se confier aussi sur leur rapport au travail, sur les difficultés qu'elles ont rencontrées aussi auparavant, sur leurs freins, etc. Donc, on essaie d'avancer ensemble, en apportant des solutions concrètes aussi, de pair à pair. Voilà, en gros, pour l'explication de notre association. Merci beaucoup, Patricia. C'est très intéressant d'avoir une expérience concrète de comment des personnes qui rencontrent une problématique similaire peuvent se mettre en collectif pour se renforcer entre eux. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. À présent, je vais vous poser des questions à toutes les trois auxquelles vous pourrez répondre selon vos expériences respectives. Donc déjà, premièrement, quels sont selon vous les facteurs clés de succès pour mettre en œuvre une démarche d'impact collectif? Qu'est-ce qui permet justement de mettre en œuvre une telle démarche? Je vais te proposer de commencer, Virginie, avec ta réponse à cette question. Alors, un peu dans la droite ligne de ce que je disais en préalable, euh, pour moi, il y en a deux des facteurs clés de succès. Et là, je rappelle que je parle du point de vue de la collectivité qui accompagne la démarche. C'est l'importance du dialogue vraiment à chaque étape. Et donc, nous, vraiment, pour démarrer fin 2022, on avait lancé un questionnaire à toutes les structures de l'ESS du territoire. Donc, c'est une liste de diffusion de quelques centaines. Et on a eu 50 réponses avec vraiment des questions toutes simples. C'est est-ce que vous avez déjà mené une mesure d'impact ou pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous êtes resté coincé au milieu du gué, ce qui arrive aussi très souvent, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie, qui démarrent, et puis après, qui, pour plein de raisons différentes, parviennent pas à aboutir. Et donc, ce questionnaire, il nous a déjà donné un peu l'état des lieux à Strasbourg. Et de là, pour désacraliser un peu aussi les questions de méthodes de mesure d'impact, puisqu'on en a recensé, je crois, dans la littérature, plus de 250 des méthodes. Donc, pour désacraliser un peu le truc, on a créé, d'ailleurs, ActiveAction était un des acteurs qui avait été interviewé à l'époque, un livret de partage d'expérience, vraiment entre pairs, avec pas de prétention d'orthodoxie universitaire ou scientifique, mais vraiment un petit livret qui proposait aux structures d'expliquer pourquoi elles avaient choisi telle ou telle méthode, quels enseignements elles en tiraient et quels conseils elles donneraient à des gens qui se lancent. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et en parallèle de la production de ce livret, on a mené pendant toute l'année 2023 des ateliers de concertation pour essayer de comprendre vraiment très concrètement qu'est-ce qui pourrait aider les acteurs de l'ESS à avancer, quelles sont leurs contraintes, vraiment ce que tu disais aussi un peu, Émilie, avant, c'est-à-dire à quel rythme, à quels horaires, qu'est-ce qui peut, est-ce qu'une journée c'est absorbable, voilà, dans un agenda, comment on s'y prend, est-ce qu'on fait un peu travaux pratiques l'après-midi, travaux collectifs, travaux de groupe. Donc ça a été génial parce que vraiment le fait d'avoir à la fois des témoignages, des gens qui avaient fait, pas fait, de l'après-midi, pouvoir partager vraiment des outils et les enrichir et les bonifier tous ensemble, c'était vraiment, ça a créé vraiment un collectif, ça a créé des solidarités, c'était très chouette. Et
c'est ces ateliers de concertation toute l'année 2023 qui nous ont permis d'écrire ensemble, donc vraiment collectivité et structure de l'ESS, un cahier des charges pour un accompagnement qui a abouti donc au cycle de formation-action dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, on a eu 80 personnes différentes qui se sont impliquées à un moment ou à un autre, donc c'est vraiment assez significatif pour le territoire et ça représente 30 associations, 8 entreprises et 11 services différents de la collectivité. Donc ça aussi c'est très important, c'est que tout le monde à l'unanimité trouvait que c'était essentiel que la formation action soit ouverte au service de la collectivité pour que, en fait, ça fluidifie le dialogue et ça renouvelle les conditions aussi de l'échange. Et ça a été, enfin, très fort parce que déjà, les services se sont aperçus de l'effort que ça représente, du travail que ça représente. Euh, il y en a plusieurs qui se sont appliqués, évidemment, la méthode et donc qui ont choisi de mesurer l'impact aussi des politiques publiques. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Euh, donc déterminant. Et après, on a proposé donc à toutes ces structures de produire pour un temps politique de partage très fort. Donc chez nous, on a à Strasbourg un conseil de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, on était 120 cette fois-ci. Donc chaque structure a préparé en fait un poster qui racontait sa démarche, ses impacts, ses actions, à quoi elle contribue. Et donc, on a créé cette forêt de posters qui permettait de valoriser vraiment tout le travail qui avait été fait, de valoriser les résultats aussi hein, et les impacts de chaque structure. Donc ça, dans les facteurs clés de succès, je pense que c'est essentiel que chacun sente qu'il a une place, que chacun se sente appartenir à un collectif et que chacun se sente appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Donc ça, c'est vraiment les graines en fait qu'on sème tout au long de la démarche. Et donc, de façon un peu ultime, l'idée c'était bien qu'à partir de ce que chacun identifie qu'il apporte, ce à quoi il contribue, on commence à dessiner l'architecture de ce fameux référentiel de mesure d'impact territorial. Et ça, c'est quoi? C'est vraiment comme un peu les branches d'un arbre. Euh, donc, on va définir ensemble des grands défis du territoire, euh, la pauvreté, la santé, évidemment, je ne sais pas, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bien vieillir. Tous sont des défis auxquels on comprend très facilement que personne ne peut faire face seul. Aucune typologie d'acteur ne peut s'attaquer indépendamment des autres. Et donc, ça, on commence à voir l'intérêt de réfléchir ensemble à ce que chacun apporte, non seulement acteurs de l'ESS, mais aussi les politiques publiques et les entreprises du territoire. Et donc, notre rêve, et qui est en train de se réaliser, sur ces fameux facteurs clés de succès, c'est que les gens se sentant donc valorisés et appartenir à un collectif commencent à venir nous voir pour ceux qui n'étaient pas dans la démarche en disant voilà nous c'était pas le bon timing, le calendrier ça collait pas trop, mais nous on a vraiment envie de faire notre poster, on veut en fait et ça amène à cette situation où maintenant tout le monde a envie d'aller accrocher ces petits fruits de résultats d'impact dans le grand arbre du référentiel territorial et ça, c'est vraiment génial. Et donc, on a pris deux exemples thématiques pour illustrer un petit peu la démarche. Donc, un, effectivement, sur tout ce que chaque typologie d'acteurs apporte sur la question des seniors et du bien vieillir, et un autre sur la question des biodéchets, où on voit très bien que l'initiative citoyenne dans les jardins, le compostage, etc., combinée avec des acteurs de l'ESS qui vont ramasser les biodéchets, des restaurateurs en centre-ville dans des petites rues en vélo où les camions ne peuvent pas passer, combiné avec l'action de grosses entreprises très connues, multinationales, qui vont aller collecter le gros des déchets pour l'amener en méthanisation, on voit très bien la ligne et la création de valeur collective du citoyen à la multinationale, mais sur un défi qui est territorialisé. Donc voilà, donc le premier facteur clé de succès pour moi, c'est l'importance du dialogue à toutes les étapes. Et le deuxième, c'est l'importance de l'accompagnement pour nous en tant que collectivité, puisque
on avait un peu une finalité qui guidait toute la démarche, c'était de se dire, on essaye vraiment de permettre aux structures d'aller jusqu'au bout et pas justement de les laisser au milieu du gué. On n'est pas dans une démarche de sensibilisation ou d'acculturation, on est dans une idée que la structure qui choisit de le faire, elle puisse le faire. Et donc, on a complété tout ce dispositif par un appel à projet mesure d'impact qui est conçu un peu comme le dernier kilomètre et qui permet qu'une fois qu'on a été formé, une fois qu'on a discuté avec les autres, si tout ça ne suffit pas, on peut encore bénéficier d'un appui pour aller jusqu'au bout, tout simplement. Et donc, je pense que ça a été déterminant, le dialogue et l'accompagnement. Merci beaucoup Virginie, c'est vraiment passionnant d'avoir ces explications, d'analyser ces différents facteurs et de voir comment ça a fonctionné. Donc merci beaucoup pour ça. Patricia, est-ce que tu aurais des facteurs clés de succès que tu as identifiés toi dans ton expérience? Oui, je vais rebondir sur le réseau territorial. Effectivement, nous, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'être connus, identifiés par les acteurs du territoire. Alors, on a de la chance d'être sur un territoire où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour les associations. Donc, on s'est emparé de tous ces outils. Par exemple, il y a le forum des associations, qui est une formidable vitrine. On a le speed meeting, d'ailleurs, qui c'est vendredi, speed meeting des associations qui font rencontrer les bénévoles, les associations. C'est aussi une formidable vitrine aussi entre associations pour se connaître. On a les cafés associatifs, on a aussi les formations pour les bénévoles des associations. Donc, toutes ces choses-là, tous ces outils, on s'en empare pour faire connaître notre association. Et de là, on fait petit à petit, on fait connaître notre association par d'autres biais aussi, parce qu'il y a d'autres associations ou d'autres structures qui parlent de nous, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître, à être ancré. Ensuite, on a aussi tout ce qui est animation territoriale. Au niveau de la ville, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour tout ce qui est l'économie en général. Donc, il y a des ateliers, des moments d'intelligence collective. C'est un peu notre fierté aussi. Mérignac Terre d'Emploi. Mérignac Terre d'Emploi, c'est, on va dire, un groupement d'entreprises, de structures, ça peut être de partenaires locaux d'insertion sur le territoire qui organisent régulièrement des échanges à thème. Donc, c'est très important de porter notre voix et c'était très important aussi pour eux d'accueillir pour la première fois un collectif de personnes en charge d'emploi. Parce que c'est souvent, en fait, ils parlent de l'emploi, c'est vraiment une thématique qui est abordée tout le temps, mais il n'y a jamais personne qui représente les personnes en charge d'emploi. Donc, il y a toujours des entreprises, des structures d'insertion, etc., mais jamais des personnes en charge d'emploi. Donc, c'était important aussi d'avoir notre parole et de pouvoir échanger et de pouvoir essayer d'apporter aussi des solutions, des idées. On a parlé effectivement de recrutement inversé, de job dating un peu différent. Voilà, on apporte aussi les idées et c'est de ces échanges que naît d'autres façons de voir aussi les personnes en charge d'emploi. Et nous, c'est hyper important parce que nous, on porte aussi un regard différent. On voudrait vraiment changer la vision sur les personnes en charge d'emploi. Ils ne sont pas comme des assistés. J'emploie ce mot un peu qui peut être clivant, mais c'est volontairement parce que malheureusement, c'est le discours qu'on a et c'est vraiment des personnes qui vraiment essaient de faire des choses, d'être proactives, qui se heurtent souvent à plein voilà, de facteurs qu'elles ne peuvent pas forcément maîtriser. Et il y a aussi le marché qui est actuellement extrêmement tendu. Voilà. Donc, nous, on essaie de faire aussi changer le regard et par le biais de ces structures, de ces associations, donc, tout cet ancrage territorial et de ce réseau, on arrive aussi à se faire nous connaître et du coup porter notre vision. Merci beaucoup Patricia. Oui, effectivement, c'est important de rappeler l'importance donc d'être identifié et d'avoir un ancrage territorial. C'est aussi ça qui permet de pouvoir mettre en place des actions. Maintenant qu'on a vu justement ce qui pouvait favoriser la démarche, maintenant on va s'intéresser à ce qui peut au contraire la freiner et comment faire pour dépasser ces freins. Étant donné que le temps file et qu'on a beaucoup envie de développer, je vous demanderai d'être un petit peu synthétique sur cette réponse. Mais voilà, en tout cas, questionner quels sont les freins auxquels vous avez pu être confrontés et comment faire pour activer des leviers pour dépasser ces freins. Virginie, je te laisse la parole pour commencer. Alors nous, le principal frein qu'on a rencontré qui était assez costaud au démarrage,
c'était l'absence de culture commune et les préjugés, un peu les a priori, qui pour certains enfin, ils sont tous compréhensibles évidemment. On voit très bien d'où ça peut venir. Euh, C'était autour vraiment de l'idéologie de la mesure d'impact, du vocabulaire, où voilà, certains considéraient que c'était le grand méchant diable capitaliste, que ça venait des pays anglo-saxons. Donc en fait, il a fallu vraiment prendre le temps du débat et y compris vraiment du débat politique dans tout ce que ça a de plus noble sur en fait à quoi ça rime tout ça, pourquoi on mène ça ensemble, qu'est-ce qu'on en attend au fond. Et donc ça a été un vrai frein. Et le deuxième frein, ça a été des suspicions un peu de la part des acteurs de l'ESS qui imaginaient que peut-être la collectivité voulait utiliser ça comme un bâton en disant ceux qui n'auront pas mené de mesures d'impact ou ceux qui auront de mauvais résultats à la mesure d'impact, on leur coupera les subventions, tout simplement. Et ça aussi, ça se comprend parce qu'on sait bien que voilà, tout cet outillage, il peut être aussi manipulé dans ce sens-là et utilisé, j'allais dire, contre les acteurs plutôt qu'avec les acteurs. Et au lieu que ce soit en fait un outil d'émancipation, que nous, on a vraiment travaillé dans ce sens, parce que pour nous, l'idée, c'est aussi que en travaillant comme ça permet de ne pas attendre que des institutions, des financeurs viennent coller des grilles d'évaluation sur des acteurs, mais qu'en fait, ils reprennent le pouvoir et qu'ils construisent eux-mêmes la façon dont ils ont envie de parler d'eux-mêmes. Et que, en fait, dans dans cette réflexion, qui souvent permet vraiment de faire bouger le projet associatif, le projet stratégique, le pilotage, que ce soit entre leurs mains, et qu'ils l'utilisent pour dire, nous, en fait, ce qui compte pour nous, ce qui nous fait courir, ce qui est notre moteur, c'est ça. Et donc, ce sur quoi euh, on veut être regardé, c'est sur ce sujet-là. C'est ce qui nous importe. Et notre promesse, elle porte sur ce sujet-là. Et cette question de la promesse, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça aussi que je pense les acteurs qui se sont engagés comme ça individuellement et collectivement, ils ont senti à quel point c'était important pour définir en fait leur identité, mais aussi pour la montrer, pour la partager. Et c'est ce qui amène ensuite à des coopérations plus fructueuses parce que chacun sait d'où il parle et chacun a plus de facilité à comprendre l'autre parce que parce qu'on a les outils du dialogue. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Émilie, je vais me tourner vers toi pour compléter autour des freins et des manières de dépasser ces freins. Ouais, moi ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire Virginie, parce que justement ce qu'on s'est rendu compte dans les démarches d'impact collectif, c'est vraiment travailler la question de la mentalité et du changement un peu de paradigme par rapport à ça, où en fait finalement des fois on peut avoir, enfin si on a trop une culture finalement d'accès sur on va dire le contrôle ou l'évaluation, enfin on va de manière inconsciente être amené à comparer qui est-ce qui apporte le plus au territoire, alors que finalement, quand on s'engage dans une démarche d'impact collectif, on se demande pas forcément qui apporte le plus au territoire, mais comment on fait pour que chacun des acteurs qui sont présents sur le territoire puissent contribuer au changement et que on part du principe que en fait on a chacun un bout de la solution et en particulier les personnes concernées les habitants des QPV ou les personnes concernées par les enjeux sur lesquels on travaille et ça c'est un peu un changement de regard un changement de paradigme en fait même qui peut avoir pas mal de conséquences sur la mise en œuvre des démarches d'impact collectif et je pense que ça, c'est le plus grand frein. C'est comment est-ce qu'on se rend compte que finalement, changer ce regard enfin, cette mentalité du contrôle, d'évaluation à comment est-ce qu'on s'assure que chacun puisse contribuer comme il le souhaite et comment est-ce que chacun et chacun des acteurs sache à quoi il contribue de plus grand que lui. Ça permet aussi finalement de travailler un autre frein qui peut être le cloisonnement des dispositifs, où en fait finalement on a des dispositifs qui sont sectoriels quand il y a des sujets justement très sectoriels
et qui peuvent être traités de manière sectorielle, mais on a quand même de plus en plus, et en particulier dans les QPV, des sujets assez systémiques et on va dire intersectoriels et qui nécessitent finalement de décloisonner ces dispositifs. Et les démarches d'impact collectif le permettent. Parce que justement, quand on rentre dans une démarche d'impact collectif et qu'on a envie de vraiment prendre en considération l'ensemble des parties prenantes, on fait vraiment l'effort aussi de comprendre d'où parle chaque partie prenante et de partir avec l'intention que chacun et chacune apporte quelque chose à la compréhension globale de l'enjeu. Et finalement, finalement, moi, je trouve que certes, le cloisonnement du dispositif, ça peut être un frein, mais en fait, dès qu'on commence à le dépasser, c'est aussi l'im- le- les démarches d'impact collectif peuvent être aussi en fait un levier pour renforcer l'efficacité des dispositifs. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire qu'il faut que demain tout soit intersectoriel et systémique, mais plutôt qu'en fait peut-être d'allouer une partie de l'enveloppe budgétaire à des projets d'impact collectif qui créent des interactions et qui pensent les articulations entre les actions. C'est une manière de renforcer finalement les actions sectorielles. Et donc, du coup, on n'est plus finalement dans comment changer les acteurs, mais plutôt comment on change les relations entre les acteurs et comment on s'assure que l'ensemble de leur expertise, elle soit coordonnée, même si c'est même pas sur les mêmes thématiques, tant qu'elles apportent de la plus-value aux habitants. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi que en fait, ces différents freins, ça peut être aussi c'est pas vraiment des obstacles individuels, c'est plus finalement la conséquence d'une manière qu'on a de structurer potentiellement les actions des associations, des habitants, des financeurs, et que des fois, en changeant les relations entre ces acteurs, et d'ailleurs, tu l'as un peu mentionné avant, enfin, vous l'avez toutes les deux mentionné d'ailleurs avant sur la question du changement de mentalité quand on est représenté, quand les gens se rendent compte du travail qu'on fait. Finalement, ça permet aussi de proposer d'autres manières de faire et de pouvoir prendre le temps de le faire. Et notamment, par exemple, sur la question des financements, c'est vrai que peut-être que si les financements arrivent, et on travaillait à ce que les financements arrivent, par exemple, 3 mois avant le début d'un projet, c'est une manière de donner du temps à ce projet de se mettre en place, de créer ces relations de confiance qui sont nécessaires pour créer de l'impact collectif. Et en fait, du coup, ça permet de lever un frein, un des freins à la mise en place de démarches d'impact collectif, quoi. Merci Émilie. Patricia, est-ce que tu as identifié aussi des freins de ton côté que tu veux nous partager et des manières de les Nous, dépasser? au niveau des freins, concrètement, c'est au niveau de la mise en place d'associations. Donc, forcément, c'est le temps. Ça prend du temps, se faire connaître, justement, ce que je disais. Et encore, on a eu la chance d'avoir cette mise en lumière avec tous les acteurs du territoire, de garder ce réseau. Donc, ça prend du temps. Forcément, c'est pas même si on a l'idée, si on porte le projet, après, le temps d'aller voir chaque personne, ça prend du temps aussi de trouver des adhérents et des adhérentes qui vont vraiment s'investir dans l'association. Donc ça, c'est un cheminement à moyenne et longue durée, on va dire, et qu'il faut faire aussi régulièrement. Voilà, c'est pas figé, puisque nous, on est aussi amenés à bouger, puisque les personnes ont déjà retrouvé un emploi, d'autres sont reparties en formation. Donc voilà, ça bouge beaucoup, même au niveau du bureau aussi. Donc voilà, on est obligé de se renouveler. C'est ça aussi. C'est ce qui fait notre force aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance et on a des idées différentes. Et après, l'autre frein qu'on peut avoir, c'est le manque de moyens. Mais en même temps, je vous disais, le manque de moyens, tant qu'on l'a pas, du coup, ça stimule la créativité. Donc voilà, c'est le côté positif, on va dire. Merci beaucoup à toutes pour vos réponses. Donc oui, on voit bien à travers vos réponses que les démarches d'impact collectif, elles peuvent être confrontées à des freins. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que pour ces différents freins, des leviers peuvent être identifiés et que pour répondre plus efficacement aux enjeux que rencontrent les habitants des territoires. Et donc pour activer ces freins, il faut amener un certain changement de posture, des changements de pratique chez les différentes parties prenantes impliquées. Et donc ce qui nous amène à la dernière question avant de passer au temps d'échange avec les participants. Quelles sont finalement les compétences nécessaires à développer chez les différentes parties prenantes pour mener à bien ces démarches? Patricia, je te laisse commencer. Oui, merci. Oui, moi j'avais un mot-clé, c'était la résilience. Et la résilience, je trouve que ça résume bien ce côté justement, tout ce qui est normalement porteur de projet ESS et association, on va dire, puisque la résilience, c'est aussi s'adapter.
s'adapter à notre environnement, s'adapter au changement. C'est aussi la patience pour moi. Justement, on parlait de temps. Faut prendre le temps voilà, de connaître tous les acteurs, il faut prendre le temps de se faire connaître. Voilà. C'est pas immédiat. Voilà, la résilience, c'est aussi le rebond par rapport, voilà, on parlait de l'historique de l'association, on a rebondi sur quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, on a essayé de montrer autre chose dans notre projet. Donc voilà, c'est construire quelque chose à partir de voilà, des idées qu'on a et essayer de les recycler d'une façon. Voilà, c'est aussi garder quand même une pensée positive malgré tous ces, j'allais dire un mot échec, mais j'aime pas ce mot échec parce que finalement, non, on rebondit, on avance, donc c'est pas un échec en soi. Donc c'est garder ses pensées positives, essayer d'avancer à sa façon, voilà, avec tous les outils qu'on a. Et puis justement, quand on n'a pas trop d'outils, finalement, on développe plus de créativité. C'est mon côté positif, on va dire. Donc, et puis surtout cette intelligence collective qui nous fait vraiment avancer parce qu'on a vraiment des personnes d'horizons différents. Et du coup, c'est justement comme ça que naissent des idées, des envies, voilà, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé forcément dans notre coin. Là, c'est vraiment l'impact collectif dans toute sa puissance. Merci Patricia, c'est très inspirant de parler de résilience et de capacité d'adaptation. Virginie, est-ce que tu veux compléter sur des compétences importantes? Oui, moi j'étais vraiment sensible à ce que disait Émilie aussi sur la question de. En fait, la question c'est pas qui fait mieux que qui, la question c'est qu'est-ce que chacun peut apporter de meilleur, comme Pierre au grand édifice en fait. Et ça, on l'a vu aussi parce que c'est vrai qu'on s'est intéressé toutes les deux aux questions de cartographie des incidences. C'est vraiment remplacer la logique d'attribution, je m'attribue les mérites parce que j'ai bien fait, à une logique de contribution. Et ça, c'est très important. Et je trouve que ça, ce que ça amène comme compétence, c'est une compétence d'écoute. En fait, pour coopérer sur un territoire, il faut écouter ce que les autres font et c'est en écoutant bien ce que les autres font qu'on va voir quelle est la meilleure place qu'on peut prendre, celle où on sera la plus utile au collectif. Donc la compétence d'écoute, pour moi, elle est très importante à développer, mais c'est un peu ce qui se fait naturellement parce que le processus avance comme ça. Et donc j'ai l'impression qu'on s'entend de mieux en mieux. Et ça, c'est déterminant pour une coopération de meilleure qualité. Et donc, pour illustrer ça, moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est que au démarrage de la démarche, on avait un peu une méconnaissance réciproque entre un peu deux mondes. C'est le monde des acteurs historiques de l'éducation populaire et ce qu'on appelle un peu les nouveaux acteurs de l'ESS, des fois un peu perçus comme la Startup Nation de l'ESS, avec franchement pas toujours des facilités à se parler, pas toujours des facilités à se comprendre. Et en fait, le fait de travailler sur l'impact collectif, euh, quand chacun dit justement quel est son moteur, ce qu'il fait courir, on s'aperçoit en fait que évidemment, on est tous sur des enjeux communs. En fait, je peux prendre un exemple. Par exemple, Stammtisch chez nous à Strasbourg, c'est une association qui travaille sur l'intégration l'insertion sociale et professionnelle des réfugiés par les métiers de la gastronomie et de la cuisine. Ils sont très identifiés nouvel acteur parce qu'ils font des trucs extraordinaires. Ils font des escape games culinaires. Donc voilà, ça résonne un peu nouveau, innovation et tout ça. Mais en fait, quand les gens discutent entre eux, eh ben, ils se rendent compte que finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est que les personnes exilées, quand elles arrivent en fait ici sur le territoire, il faut qu'on soit une ville hospitalière, il faut qu'on offre des services, il faut qu'on offre un climat, il faut qu'on offre des situations, des opportunités pour que les personnes trouvent leur chemin. Et donc là, c'est un exemple typique où il y a eu plein de rapprochements entre des centres socioculturels implantés sur le territoire depuis longtemps, qui découvrent en fait, et inversement bien sûr, puisque donc les uns découvrent les autres, et ces compétences-là, écoute, coopération, pour moi, elles sont déterminantes dans la réussite du projet. Merci beaucoup Virginie. Émilie, je vais te laisser avoir le dernier mot sur la question des compétences.
Oui, bah justement, je pense que la question de la résilience et de la coopération que vous avez soulevée, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu beaucoup. Et je pense que nous, ce qu'on a vu aussi, c'est la nécessité de savoir créer des liens de confiance en fait, savoir créer de l'interconnaissance, savoir peut-être faciliter aussi ces temps d'interconnaissance pour que ce soit des temps justement constructifs où les gens apprennent à s'écouter et que c'est pas toujours inné en fait la coopération. Ça nécessite un peu de travailler, d'avoir des outils, d'avoir une posture. Et c'est ça qui permet finalement la coordination entre des acteurs qui sont très différents, qui n'ont pas forcément les mêmes visions. Et donc du coup, je pense une des compétences clés aussi, c'est finalement la capacité d'apprendre en fait de l'autre, enfin sur soi, mais aussi des autres acteurs. Voilà, donc ça, c'est un peu pour compléter ce que vous avez dit avec lequel je suis assez d'accord et de nous ce qu'on a vu de nos expériences. Merci beaucoup pour tous ces retours. C'est très, très intéressant. Alors, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, je peux ouvrir le bal avec quelques questions. Euh, Tout à l'heure, Émilie, c'est toi qui avais abordé le sujet, mais concernant le cloisonnement justement des dispositifs, est-ce que, évidemment, vous pouvez toutes les trois y répondre, est-ce que vous avez trouvé des stratégies ou des outils efficaces justement pour dépasser ce cloisonnement institutionnel qui a été mentionné? Moi, je trouve que l'exemple que Virginie porte, on est un très bel exemple. Mais ça peut être aussi, en fait, de travailler à proposer des actions communes avec des acteurs du territoire. Et donc de prendre le temps aussi d'aller rencontrer d'autres acteurs qui sont pas exactement sur le même champ d'intervention que nous, mais voilà, de leur proposer de construire un projet en commun et de le présenter aussi en commun. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais je laisse peut-être Patricia et Virginie répondre aussi. Oui, merci. Oui, concrètement, nous, on a proposé des temps aussi un peu conviviaux pour essayer de faire aussi se faire connaître pour l'interconnaissance aussi des institutions et du coup, des adhérents des associations aussi. On a proposé avec du coup la antenne Active Action de Mérignac de repas partagés, donc à la MJC, donc il a réuni pas mal de personnes. Donc c'est des moments aussi d'interconnaissance un peu en dehors de tout ce qui est institutionnel, on va dire. On a proposé un after work aussi en été. Donc ça, c'est des moments aussi, je pense, qui sont fédérateurs, qui sont importants sur le territoire pour se faire connaître et pour connaître aussi toutes les, voilà, toutes les parties prenantes du territoire. Et dans un format un petit peu plus convivial, du coup, ça ramène un petit peu plus de gaieté, on va dire, et des choses un peu moins figées. Voilà. Et ça, nous, en tant qu'association, on peut se permettre ce genre de format. Et j'ai vu que sur Nantes, ils faisaient pas mal de choses. Ils proposaient aussi des randonnées, de l'insertion cet été. Et c'était pas mal. Nous, on a proposé le format balade pour nos adhérents cet été. C'était aussi intéressant. Ça, on s'est dit, pourquoi pas, mais ça va être difficile parce que c'est une question aussi d'horaire, de disponibilité. Mais pourquoi pas proposer ça aussi sur les acteurs du territoire plutôt qu'une réunion. On se retrouve dans une salle, on va faire une réunion en balade. C'est beaucoup plus sympa. Et au niveau d'une ouverture d'esprit, je pense qu'on est sur autre chose, quoi. On est sur notre format. Voilà, c'est tout pour moi. Le, le retour d'expérience, on va dire. Merci beaucoup, Virginie. Est-ce que tu veux compléter sur cette question des stratégies pour dépasser le cloisonnement des dispositifs? Tu as des éléments de réponse peut-être? Pas tellement plus que ce que je disais avant, c'est-à-dire vraiment, alors nous, c'était des journées, donc effectivement, tous les repas étaient pris en commun. Donc, en tout cas, il y avait un, un partage total, acteur de l'ESS, politique publique. Et comme les outils s'appliquaient à chacun, en fait, par exemple, la cartographie des parties prenantes pour chacun, en fait, tout le monde la faisait à égalité. Donc,
enfin, on sentait pas de silo vraiment à ce moment-là. Aussi la théorie du changement, en fait, voilà quoi, de partager les stratégies, déjà de les expliciter et de les partager, mais en mode travaux pratiques collectifs. C'est vraiment, ça permet de parler chacun de son point de vue, mais on sent pas les silos, je trouve. Enfin, ça les a vraiment gommés, en fait. D'accord, merci beaucoup. C'est intéressant justement de voir aussi comment le fait d'initier une démarche, ça peut justement, déjà le principe même de la démarche peut décloisonner les Mm. dispositifs et éviter cette approche en silo. C'est très très intéressant. Euh, j'avais une question pour vous aussi. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des acteurs qui souhaiteraient se lancer dans une démarche d'impact collectif? Bah, disons que ça en vaut la peine, déjà, parce que je trouve que c'est hyper passionnant et ça permet vraiment de rencontrer, de comprendre aussi et de donner du sens aux actions qu'on mène en tant que structure. Enfin, là, je parle de mon point de vue de structure associative, en fait, je trouve que voilà, ce côté s'intégrer dans quelque chose qui est plus grand, qui dépasse juste la mission de l'association, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait par rapport à l'interconnexion dans le monde dans lequel on vit, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi de développer ces fameuses compétences dont on a parlé avant pour comprendre en fait les autres acteurs, les autres points de vue, enfin voilà, un peu de capter aussi ces signaux faibles, ces choses qu'on comprend pas forcément, qui sont peu documentées, dont on parle pas à la télé aussi. En fait, la démarche d'impact collectif, ça vient aussi apporter beaucoup de nuances en fait sur les sujets de société qui nous touchent toutes et tous. Donc voilà, il y a vraiment ce côté vraiment passionnant, je trouve, dans ces démarches-là, avec vraiment quand on a l'intention d'écouter et de comprendre les enjeux des différentes parties prenantes, c'est c'est extrêmement éclairant dans notre rôle d'association. Mais ça vient avec justement aussi l'enjeu euh, opposé où voilà, ça demande du temps et de l'énergie et de la résilience, comme le disait Patricia. Pour moi, Merci, Émilie. le conseil que je donnerais, même si j'aime pas trop ce mot de conseil, mais c'est de prendre le temps de partager le pourquoi. En fait, c'est la base, en fait, c'est le fondement de la démarche. Et, et je pense que, comme tu disais un peu, Émilie, euh, pour moi, ça renforce le sentiment d'utilité qu'on a. On n'est plus seulement utile à ce qu'on voit, mais on est utile plus largement. Et si on prend l'exemple, ben, soit des biodéchets, des seniors, de l'emploi, voilà, on apporte ça, mais ça, c'est déterminant dans une chaîne de valeurs, dans une chaîne de solidarité, dans une chaîne de cohérence, qui fait que on est plus utile que ce qu'on croit peut-être. Enfin, c'est un peu ça. Et donc, bah, le sentiment d'utilité collective, il renforce aussi la motivation, il renforce la capacité d'action. Enfin, c'est un peu un cercle vertueux, je pense. Merci beaucoup, Virginie. Patricia, est-ce que tu as un dernier conseil à nous partager éventuellement? Non, c'est aussi l'effet de groupe. Je veux dire que c'est très important, là, cette dynamique collective à mettre en place et s'accaparer aussi de tous ces outils de citoyenneté pour justement faire groupe, faire front, justement, quand le monde va pas très bien, justement, c'est le moment d'apporter notre contribution et voilà, donc que ce soit une façon sur l'éco-citoyenneté ou d'autres sujets. Il y a tellement de sujets à appréhender que voilà, monter vos associations, en fait des collectifs et avancer ensemble. Et déjà, ça fait du bien pour le moral parce que quand justement, quand tout va mal autour, au moins on a l'impression d'avancer surtout c'est changer la société. C'est une grande vision, mais on y arrive petit à petit. Merci beaucoup, c'est très inspirant tout ce que vous partagez.
on va pouvoir conclure tranquillement. Donc, merci à toutes pour ces interventions. Vraiment, grâce à vos retours d'expérience et vos expertises sous différentes perspectives, on a pu identifier non seulement les grandes étapes, mais aussi la mise en œuvre concrète d'une démarche d'impact collectif, puis de voir quels sont les facteurs de succès et comment pérenniser cette dynamique et finir sur une note pleine d'espoir de ce que ça peut apporter et pour encourager la mise en œuvre de démarches similaires. Donc, merci beaucoup. Une partie des éléments qui a été partagé aujourd'hui est issue notamment de notre projet Impact collectif au sein d'Active Action. Et si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver prochainement dans une série de documents qu'on va publier, des documents qui vont reprendre les différents éléments qui ont été abordés ici et dans l'ensemble du cycle de webinaire et globalement tous les apprentissages qui sont issus de nos expérimentations. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, dont je vais vous afficher le QR code juste ici. Voilà, je vous partage différents QR codes pour retrouver toutes les informations qui pourraient vous intéresser. C'est aussi dans le cadre du projet Impact Collectif que se déroule ce cycle de webinaires pour lequel il reste encore deux rendez-vous. Donc le mardi 9 décembre pour aborder la question du diagnostic partagé et continu dont Émilie nous a parlé un petit peu tout à l'heure, comme condition essentielle pour élaborer une connaissance commune des territoires. Et puis le dernier rendez-vous sera le 15 décembre pour échanger autour de la question de l'évaluation de l'impact collectif en QPV. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire pour ces prochains webinaires grâce au premier QR code. Sur le second QR code, vous pourrez retrouver les replays des précédents webinaires qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Active Action. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de l'Active Lab grâce au troisième QR code, donc pour retrouver l'actualité de nos projets de recherche et la publication prochaine des documents qui synthétisent ce projet d'impact collectif. Et on vous partage aussi une enquête qu'on mène auprès des recruteurs et des dirigeants de structures pour mieux comprendre les enjeux des processus de recrutement et dans l'objectif de construire des outils de recrutement constructifs tant pour les candidats que pour les recruteurs. Donc n'hésitez pas à y répondre ou à diffuser cette enquête à vos réseaux. Donc vous recevrez d'ici quelques jours le replay du webinaire et un compte rendu dans lequel vous retrouverez un résumé de toutes les interventions et puis des liens intéressants et importants vers les différentes structures qui sont ici représentées. Et quelques remerciements pour conclure ce webinaire. Donc d'abord un grand merci à toutes les trois pour vos interventions. C'était vraiment très riche et passionnant de pouvoir avoir vos différents retours, vos différents points de vue. Donc merci beaucoup pour ça. Un grand merci aussi au soutien financier que nous apporte le FSE, la Fondation EDF, l'Avis et la NCT qui nous soutiennent tout au long du projet Impact Collectif. Et un merci aussi à Yas Alchouli, Diane Jacquemin et à Émilie Schmitt pour le projet Impact Collectif qui est mené depuis 2 ans au sein d'Active Action. Et puis merci à vous tous et toutes pour votre participation en espérant que ça ait pu vous inspirer pour la suite. On vous donne rendez-vous donc dans 10 jours pour le prochain webinaire et on vous souhaite une très belle fin de journée.